En tant que spécialiste d'Alice Guy, quand on m'a proposé d'animer cette table ronde, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher si je connais des chefs déco au tout début du cinéma, des chefs, bien sûr, ça va sans dire. Donc j'ai un peu cherché et j'en ai trouvé quelques-unes, en fait, même à l'époque des pionniers. Notamment, c'était soit des actrices, soit des femmes qui étaient un peu dans le périmètre du théâtre ou du cinéma, puisque c'est quand même de là que viennent principalement les vocations, et qui étaient, disons, demandées quand il y avait un certain style qui était donné au film. Alors, par exemple, il y a une japonaise qui avait été demandée pour justement japoniser un peu les décors. Vous voyez, autrement, il y en avait une autre aussi qui était là pour un peu orientaliser les décors, puisqu'elle avait fait un peu de séjour en Égypte. Et puis, il y en a quand même quelques-unes. Alors, je vais vous donner les noms, puisque les noms des femmes dans l'histoire du cinéma, on les connaît peu. Mais peut-être que celui-là, la plus célèbre, elle s'appelle Natasha Rambova. Est-ce que vous la connaissez? Alors, vous connaissez sûrement Rudolph Valentino. Oui, ben, c'était sa femme, voilà. Donc, et elle a eu, elle était assez connue pour la fabrication des costumes, mais elle a aussi elle a aussi participé à la création des décors, puisqu'à l'époque, le style était vraiment très, très important. C'était au milieu des années 20. Il y en a une autre qui, dans les années 30, s'appelait Candida Beltrán Rondón. Peut-être que vous la connaissez pas, qui était une Mexicaine. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des décoratrices, en fait, des chefs décoratrices qui étaient à peu près de toutes les origines. Natasha Rambova, elle était américaine, hein, malgré son nom. J'ai trouvé aussi une Philippine, Isabelle Acuna, qui était la chef décoratrice de son mari, qui était pionnier du cinéma, et May Clark aussi, qui était une Anglaise. Voilà. Ça vous dit ces noms-là? Pas du tout? Et Carmen Dillon, ça, vous la connaissez peut-être? Non? Bon, c'est pas un cours, hein, c'est juste quelques trucs, mais elle était architecte. Elle était architecte et c'est intéressant parce que c'est quand même la première chef déco à avoir eu un Oscar en 1948 pour Hamlet de Laurence Olivier. Voilà. Mais au cinéma. Pardon? Au cinéma. Ah oui. Il faudrait que vous fassiez le livre pour raconter toute l'historique de toutes ces. Ah bah très volontiers, mais on verra ça après. Voilà, donc ça a été, elle est aussi connue parce que ça a été la chef déco de Joseph Losey sur un certain nombre de ses films. Je continue un petit peu avant de vous donner la parole, mais juste, il y a aussi une certaine Julia Héron qui a été la première à être nommée à l'Oscar justement et qui elle a eu l'Oscar pour Spartacus en 1960. Donc voilà. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, quand même. Après, il y a eu en 1983 Anna Asp pour Fanny et Alexandre. En 1984, Patricia van Brandenstein, c'est ça, pour Amadeus. Celle-là, vous les connaissez? Voilà, bon, très bien. Alors, je vais faire la même chose sur les Césars. Les Césars, oui, nous avons la chance d'avoir Michel Habb, qui est ici, en chemise, enfin, grège, on dit? Oui, voilà, c'est vous en tous les cas. Voilà, qui a été la première femme nommée, la première chef déco nommée au César pour Bunker Palace Hotel, Dunky Bilal. Voilà. Alors, la première femme à l'avoir reçue, c'est Aline Bonetto pour Amélie Poulain, le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Et elle l'a eu une deuxième fois pour Un long dimanche de fiançailles. Il y a eu Catherine Leterrier qui l'a eu aussi pour Bon voyage. Et enfin, Katia Wiskop, qui devait être là, mais qui finalement a un problème de permis de construire. Enfin voilà, donc elle n'a pas pu se libérer. Elle l'a eu pour Les Adieux à la Reine, et c'est elle qui a été le plus souvent citée en fait dans les nominations pour le chef déco. Bon, c'est tout ça pour vous faire un petit bilan. Donc ça, c'est à peu près toutes les récompenses qu'ont obtenues dans les récompenses, disons très prestigieuses. Enfin, les chefs femmes. Évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes qui ont été primés, comme vous pouvez imaginer, puisque tous les autres sont tous des hommes, en fait, tout simplement. Et alors, dernière chose, avant de vous donner la parole et de vous présenter chacune, je voudrais juste vous lire, en fait, un extrait. Alors ça, c'est aussi un petit apport, comme quoi le décor a toujours été important, puisque Alice Guy, dans son autobiographie, fait référence dès son premier film, et elle raconte son premier décor comme étant un rideau de fond brossé par un peintre éventailliste du voisinage, dans des rangées de choux découpés dans du carton et peints d'un verre cru, des bébés en carton, tels étaient les décors et accessoires qui contribuèrent à ma première prise de vue. Donc ça a été vraiment important dès le départ, parce que en fait on peut pas faire un film sans décor. Enfin, on peut pas faire une fiction sans décor. Si? Vous dites quoi alors?
Vous dites non. Non, nous, on pense qu'il n'y a pas de fiction sans décor. sans décor. Le plus petit espace scénographique devient un décor par la force des choses, puisque c'est ben le oui. regard de... Dès l'instant où il est filmé d'une certaine façon, il devient un décor. D'accord. Bon. Par essence. Et alors, on abordera ça plus tard, mais en tous les cas, on va en profiter puisque vous avez la parole pour vous présenter. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et puis dire 2-3 choses que vous avez faites et on fera le tour. Je suis Valérie Graal, pas avec 2 A, mais avec un seul A et 2 L. Et je suis effectivement chef décoratrice. Je suis aussi scénographe au théâtre et à l'opéra. Pour l'instant, je passe la parole à Anne. Et puis après, peut-être vous allez avoir envie de nous poser des questions sur notre parcours. Oui, allez-y. Oui, on va revenir sur votre parcours. Vous pouvez citer 1 ou 2 films en fait, sur lesquels vous avez travaillé pour qu'on vous... J'ai travaillé avec très nombreux metteurs en scène. Beaucoup de longs métrages, plutôt dans les années 80, 90, 2000. Et puis après, j'ai enchaîné plutôt avec des téléfilms et des séries. Laurent Henman, Francesca Comencini, Maurice Dugofson, Paul Vecchiali sont parmi les metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Philippe Leguet récemment. Voilà. Mais on peut rentrer dans le détail de tout ça un peu plus précisément. Mais je voudrais déjà que vous fassiez un survol de nos amis. Je fais juste une remarque, à chaque fois que j'ai demandé à une des 4, enfin des 5, de citer des films, vous me citez tout le temps des réalisateurs ou des réalisatrices, mais vous ne citez pas les titres des films, c'est dommage, parce que comme ça, c'est plus visuel pourtant. Mais bon. Non Oui. Alors allez-y, citez au moins 1 ou 2 films sur lesquels vous avez travaillé. Écoutez, avec Francesca, on a fait un film qui a été très... Enfin, là, récemment, le dernier film qu'elle a fait, qui était sur son père, qui s'appelait Viva la Vita. Le film de Jean-Jacques Zimmerman, qui était il n'y a pas si longtemps, qui s'appelait au départ Auschwitz-les-Bains, mais qui est devenu À la vie aussi. J'ai fait un film avec mon frère que j'aime beaucoup, qui s'appelle L'Émile, avec Philippe Noiret et Jean-Pierre Mariel. Avec Francesca, on a fait un très beau film qui s'appelle La lumière du lac. Bon, voilà, je pourrais... Voilà, très bien. Merci. Non, mais quand on a vu les films, ça permet de visualiser tout de suite. Alors, à vous, Anne. Oui, mais comme je pense que les spectateurs qui sont là n'ont pas forcément vu ces films, parce que c'est pas des films qui ont eu forcément un énorme succès public. Donc, c'est la raison pour laquelle généralement, je préfère dire que j'ai travaillé avec des metteurs en scène qui ont eu des projets. Voilà. Très bien. À vous, Anne. Alors. Moi, Anne Sebel. Donc, je ne sais plus ce qu'il fallait dire. Vous vous présentiez. Oui, voilà. Moi, je suis architecte, mais aussi chef déco, et je dirige le département décor de la FEMIS. C'est un parcours plutôt anglo-saxon. Par hasard, je parlais anglais, donc ça m'a complètement aiguillée sur les Anglais, les Américains, et j'ai beaucoup travaillé comme art director au début, et je me suis lancée sur un long métrage avec des Indiens, un petit film indépendant indien, road movie, et ensuite j'ai fait 3 films avec Woody Allen, donc je vais les nommer: Midnight in Paris, To Am With Love et Magic in the Moonlight. J'ai travaillé aussi avec Ray Fiennes sur un film sur Nourieff. Et j'ai fait quand même 2 films français avec Lisa Azuelos qui s'appelait Rencontre, et un autre film qui s'appelait Le Grand Partage. Et puis je fais de la série depuis 5 ans, dont D&D, une série de Damien Chazelle, et puis je fais Emily in Paris depuis 5 ans, voilà. Merci beaucoup. Et si on est quand même 2 à avoir été nommés aux Oscars, Aline et moi, donc je vais le dire parce que vous l'avez pas. Il n'y a pas que les Césars. Non, c'est vrai. J'ai jamais réussi à faire un film français qui m'emmène au César, malheureusement. J'avais pas cité les nommés aux Oscars, mais c'est vrai. Bravo. Oui, pour Aline ça. aussi, je crois. Elle a été sur un long dimanche. Oui, pour Amélie Poulain aussi. Amélie Poulain aussi. Ah oui, c'était Amélie Poulain. Voilà. Alors, à vous, Michel. Je m'appelle Michel Hab. Je
Je suis chef déco, j'ai toujours été déco, je n'ai fait que ça. Assistante d'abord, bien sûr, et ensuite responsable. Je fais surtout et que des films français, à la différence. Voilà, j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, Blier, Téchiné, Daniel Thompson, Mocky, enfin, plein. Voilà. Mais c'est franco-français. Et vous, Françoise, alors? Alors moi, c'est Françoise Dupertuis, et chef déco également, plutôt des films français, des séries également. Parmi les films, en fait, des très variés, aussi bien Astérix que des films beaucoup plus auteurs de Noémie Lovski, Les Sentiments de Catherine Corsini, de je sais plus, de Jean-Paul Salomé, j'en ai fait pas mal, dont le prochain que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle L'affaire Bojarski, qui est sur un faussaire, qui est, je pense, un travail de décor absolument intéressant à voir, parce qu'on a refait entièrement des ateliers de fausse monnaie. J'ai travaillé avec Laurent Tirard, qui est décédé, mais j'ai fait pas mal de choses avec lui, des petits Nicolas, le fameux Astérix, justement. Et puis des séries, Lupin, je travaille avec Ziad Doueri, avec qui je travaille en ce moment sur une série qui s'appelle Les Déboutonnés. Et puis j'ai fait voilà, pas mal de choses assez éclectiques. Voilà. Alors, quand je vous ai interrogé, on parlera des chiffres après, peut-être en fait, sur la répartition homme-femme. J'ai été chercher les études les plus récentes sur le sujet. Mais la déco, c'est quand même 47% de femmes en 2024. De chef déco, de chef de poste, donc c'est un gros poste. Enfin, c'est un des postes où la parité est quand même assez puissante. En 2023, c'était 41%, mais c'est surtout un endroit en fait où justement ça a plutôt bien marché en fait à votre époque. En fait, si j'ai bien compris, à vos débuts plutôt, on va dire ça. Vous étiez un peu seul ou vous aviez cette impression ou... Ah oui, on était complètement seuls. À l'entrée dans la profession? Oui. Ah oui. Oui, il y avait très peu de femmes. En fait. Oui, moi je pense que ça a vraiment décollé à partir des années 2000. Vraiment, mais dans les années 80, 90. Enfin, moi j'ai commencé au début des années 80. Oui, il y avait peu de chefs. Il n'y avait pas de femmes. Enfin, à part celles qui sont présentes. Oui, je dois avoir, on a le même âge, Michel et moi. Je pense qu'elle est un tout petit peu plus jeune. Enfin, bon, peu importe. À quelques années près, il y avait pas de femmes. Il y avait Katia a commencé aussi avec nous et Françoise Deleu. Ouais. Et moi, j'ai été initiée par une femme qui était chef déco italienne, qui a travaillé aussi avec Visconti, que vous n'avez pas cité, je pense à elle, qui s'appelle Lila De Nobili. Qui est qui a travaillé surtout au théâtre, mais c'est vrai qu'elle a quand même eu son mot à dire sur des films. Et donc, elle, c'est une femme, déjà, quand je l'ai connue, elle était assez âgée, et c'est grâce à elle que moi, j'ai rencontré des gens de cinéma et que j'ai pu être introduite. Donc, c'est les femmes. Et Chloé Obolinski aussi, avec qui j'ai travaillé au théâtre, au Bouffe du Nord, avec Peter Brook. Donc, il y avait quand même quelques femmes. C'est marrant parce que quand vous m'avez demandé de faire une espèce de topo de comment j'avais commencé, etc., je me suis un peu penchée sur la question. Je me suis dit, bah oui, quand même, c'était les femmes. Ah, d'accord, dans les années. Il y avait quand même quelques-unes. Okay. C'est vous qui m'aviez dit que vous étiez la seule à la SFP, par contre. Avec Katia. Avec Katia, d'accord, quand vous avez commencé. Alors, je vous ai posé la question à toutes et on va revenir là-dessus. Comment vous avez commencé? Puisque à l'époque où vous avez commencé, il n'y avait pas de formation en fait pour être chef déco, enfin pour la déco. Et vous avez des parcours qui sont assez typiques, c'est-à-dire soit diplômé des Beaux-Arts, oui, soit alors d'architecture. En fait, ce que je vous avais raconté, qui est très intéressant, c'est que dans l'histoire du décor, c'est vrai que les films, les années 60-70, les films de la nouvelle vague ont sorti complètement le cinéma des studios, qui était très très important, parce que moi quand j'ai commencé dans les années 70, il y avait encore énormément de studios en France, mais énormément, qui ont tous été démolis les uns après les autres. C'est hallucinant en fait ce qui s'est passé. Et donc ce mouvement était suffisamment costaud pour que même la FEMIS, qui à l'époque s'appelait l'IDEC, arrête son département décor. Donc le département décor, il a été créé en 1944 par Marcel L'Herbier. Et
complètement, il est mort, il n'existait plus, on n'enseignait plus le décor à l'école. Et c'est revenu en 85 ou 86, je vais vérifier les dates. Donc voilà, il y avait effectivement les décorateurs de cinéma, femmes et hommes du reste, venaient d'autres horizons. Moi, j'ai fait de l'architecture, j'étais aux Beaux-Arts en archi et Anne, je crois aussi, était archi. Enfin, voilà, c'était juste pour vous faire une petite aparté au sujet de la formation des décorateurs à ce moment-là. Donc tous les gens venaient un peu enfin, soit c'était des peintres, soit c'était effectivement des archis, soit c'était des bricolous géniaux. Puis c'était l'époque, dans les années, fin des années 70, début des années 80, où il y avait énormément de gens qui venaient qui travaillaient sur des chantiers. C'était un peu post-68. Voilà, il y avait aussi, c'était très lié à une forme de savoir-faire intuitif et pragmatique, quoi. Et alors, ce qui était amusant, en fait, l'autre point commun, à part Anne, qui a un parcours un peu différent, c'est que toutes, vous m'avez dit, moi, je suis devenue chef déco, enfin, je travaillais dans la déco au cinéma par hasard, en fait. Donc, vous aviez soit étudié les beaux-arts, effectivement, soit l'architecture. Et en fait, c'est des parcours de vie qui fait que vous avez rencontré à un moment ou un autre le cinéma. Donc, j'aimerais bien que vous nous racontiez, en fait, comment vous êtes venu. Comment j'ai découvert le cinéma, moi? Par hasard. Vous êtes la moins par hasard. Je suis la moins par hasard? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça doit être? Parce que moi, j'avais personne dans le métier. Moi, je connaissais rien du cinéma. Oui, mais vous aviez envie de faire ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, moi, je devais faire médecine, mais j'ai raté mon bac. Donc, j'ai suivi mes copains en architecture. Et en architecture, au bout de 2 ans ou 3 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmené sur un plateau de cinéma. Il m'a demandé si je voulais aller voir un plateau de cinéma. J'y connaissais absolument rien, moi. Mais il y avait une chose que je faisais avec mes cousins en famille. On faisait des spectacles. Tout le temps, depuis l'âge de 5 ans, on faisait des spectacles de marionnettes. On faisait les décors, les costumes. Mon cousin faisait l'acteur. Donc, quand je suis arrivée sur ce plateau et que j'ai vu toutes ces personnes qui faisaient exactement ce que je faisais, moi, avec mes cousins, je me suis dit, mais c'est dingue, ce truc-là, c'est bien, je vais être payée pour le faire, ce que j'aime faire. C'est comme ça que j'ai rencontré Bernard Evin, parce que c'était une comédie musicale de Michel Lang et Michel Legrand, qui était le musicien. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de faire du cinéma. Et il a fallu que je passe mon diplôme, bien évidemment, quand même, pour les parents. Et après, d'archi, oui. Donc, je suis arrivée par la petite porte après, vraiment par la petite porte. Mais c'est bien vous qui avez pris le Belfaille, qui avez pris tous les chefs d'éco, qui les avez appelés tous les uns. J'ai pris le Belfaille, j'ai pris les 10 plus... À l'époque, il n'y en avait pas tant que ça, en fait. Et moi, j'ai rencontré la première fois que des décorateurs et Françoise Deleu. Oui, Françoise Deleu qui n'est pas là, qu'on n'a pas été chercher. Voilà. Donc finalement, il y en a d'autres. Je n'avais pas dit que c'était exhaustif non plus, mais il n'y en avait pas beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous, Michel, comment vous avez atterri dans le cinéma finalement? Alors, j'étais aux Beaux-Arts de Bourges et à l'époque où Albi-Coco tournait le Grand Moulin, j'ai rencontré le décorateur qui cherchait des personnes, voilà, pour peindre. Et c'est ce que je préférais faire. Donc, j'y suis allé. Je n'ai pas prévenu le directeur de l'école. J'ai été viré. Je n'ai pas pu passer mon diplôme. Donc, je ne suis pas diplômé des Beaux-Arts. Et donc, j'ai travaillé avec ce décorateur qui est, pardon, Daniel Louradour, qui n'avait jamais fait de cinéma, qui était un décorateur de théâtre et d'opéra. Donc, et lui et nous, on a appris un peu, je ne sais pas dire qu'on a bricolé, enfin si, on a complètement bricolé. On ne savait pas ce que c'était quand je vois maintenant les décors et tout, c'était du bricolage, mais c'était formidable. Voilà, on peignait les grandes fresques de la vie, de la fête étrange, etc. C'était tout ça au milieu de la Sologne, vraie expérience. Je suis partie à Paris. Là, j'ai un peu bricolé. Et ensuite, j'ai travaillé sur on appelait les téléfilms à l'époque, c'est pas les séries. 2 ou 3 téléfilms. Et qui m'a conduit ensuite, avec la production, en Algérie, sur le film de Lakhdar Amina, Chronique des années de braise. Voilà. Et là, je me suis bien rendu compte que je ne savais rien faire du tout.
Et en rentrant à Paris, j'ai voulu taper dans les portes, enfin aux portes des grands chefs déco. Et j'ai commencé par Max Douy, parce que pour moi, c'était le plus... Enfin, voilà, le patron, quoi. Max Douy, qui a un peu hésité, la production a hésité. J'ai demandé seulement un petit stage, 3 semaines. Ça a marché. Ça a marché parce que... Enfin, ça a marché. Et c'était section spéciale de Costa Gavras. Et ensuite, il fallait en trouver un autre. Parce que Max Douy n'avait pas des projets, enfin, à cette époque-là, tout le temps. Donc, il m'a envoyé vers Jacques Saunier, qui m'a dit « Ah oui, bien sûr, c'est intéressant. Écoutez, oui, j'ai peut-être quelque chose, rappelez-moi dans 3 semaines. 3 semaines... Ah oui, non, j'ai pas la réponse. 3 coups de téléphone. Écoutez, appelez Willy Holt. Je crois qu'il a quelque chose. 3 semaines. Ouais, c'est quand même des grands décorateurs. 3 semaines, 4 semaines, etc. Et non, mais Jean-Jacques Cazio est bien, je vous assure. Et je crois qu'il a un projet très, très intéressant. Il doit avoir besoin de vous. Et tout ça, ça prend beaucoup de temps. Hein, mais on est très concentré sur nos coups de téléphone, quand même. Et je me suis retrouvé avec Michel Debrouin, envoyé par Jacques Cazio, qui commençait la course à l'échalote de Claude Zidi. Et qui m'a dit « Ah, mais bien sûr, oui, ben venez. » Voilà, et c'est la première fois que j'ai travaillé dans une vraie équipe, si je puis dire, avec des constructeurs, en studio, et voilà, avec un truc un peu organisé. Et voilà comment ça a vraiment démarré. Et c'est un chemin tout de même, un chemin assez... Ça a pris combien d'années, en fait? Alors, ce film-là, c'est en 75. Donc, vous avez mis 3-4 ans à trouver vraiment... Oui, 3 ans, oui. Non, moins que ça. Parce que le film algérien, c'était en 73. Donc oui, 2 ans. Voilà. D'accord. Voilà, et puis après, ça s'est enchaîné. Enfin, pas tout le temps, mais voilà, ça c'est le début. Très bien. Françoise, vous pouvez nous raconter? Alors moi, je viens de Suisse et j'ai fait les beaux-arts en Suisse. Hein. Et quand je vivais en Suisse, j'avais plein de petites opportunités de gagner de l'argent. Je travaillais à la fois pour la montée des expositions, comme nègre pour un couturier. J'enseignais dans les écoles d'art privées, l'histoire de l'art. Et au moment où je suis arrivée en France, j'étais un peu embêtée pour trouver des jobs alimentaires parce que j'avais un travail artistique personnel. Et donc, j'ai rencontré par hasard quelqu'un qui me dit « Mais tu devrais... j'ai des copains dans le cinéma. Est-ce que ça t'intéresse que je te les présente? Il y aurait peut-être du travail pour toi, de la peinture ou je sais pas quoi. » Et c'est vrai que j'étais un peu perplexe parce que le cinéma, moi, je le connaissais. J'étais très amatrice parce qu'en Suisse, il y avait quelque chose de formidable qui était la cinémathèque de Buach, dont j'étais très friande. Donc, j'étais très cinéphile. Mais cinéphile, pas forcément axé décor. Hein. D'autant plus que j'avais fait, moi, des beaux-arts très anti-décoratifs, plutôt conceptuels, où la sémiologie de l'art, tout ce qui était quand même très intellectuel, était prioritaire sur le reste, avec beaucoup d'installations, beaucoup de photos, de vidéo-art, de choses qui étaient quand même un peu expérimentales. Et donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Il me donne 3 noms. Et c'était 3 noms de chefs décorateurs. Il y avait Jean-Marc Kerdeluet, Hilton McConico et Aimé Dedé, qui étaient à l'époque les chefs décorateurs à la mode, qui ont fait Diva, qui ont fait beaucoup de pubs, de clips. Et donc, je me suis retrouvée avec ces noms que je ne connaissais pas dans un pays dans lequel je venais d'arriver. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Au bout d'un moment, comme les choses ne bougeaient pas et que j'avais quand même besoin de gagner de l'argent, j'ai appelé le premier, qui était Jean-Marc Kerdeluet, et qui m'a dit, on se rencontre. Et je l'ai rencontré au studio de Boulogne, dans des studios vétustes, avec de la paille au mur. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et il m'a dit, bon, rendez-vous lundi, on commence. Et j'ai commencé avec un clip de
réalisé par Philippe Gauthier, et c'était pour l'Erita Mitsuko. Et c'était des décors géniaux. Tout était articulé sur des rails, ça bougeait, il y avait de la couleur, du carton-pâte, tout ce que j'avais, en fait, l'antithèse de ce que j'avais appris aux Beaux-Arts. Et ça m'a tellement amusé de désapprendre ce qu'on m'avait appris, d'aller dans les quincailleries acheter des trucs, du matériel, des machins, des bidules, que j'ai travaillé 2 ans avec Jean-Marc, tout en continuant à faire des choses pour moi. Mais ça m'a beaucoup amusé de désapprendre. Et puis ensuite, j'ai continué à travailler dans ce métier en faisant pendant près de 10 ans à la fois mon travail personnel et le travail sur les films, un peu 50-50. Et le premier long métrage que j'ai signé en tant que chef déco, c'était en 96, et c'était le film de Catherine Breillat, Parfait Amour. Voilà. Ça, c'était mon premier. Avant ça, je travaillais comme ensemblière. Très bien. Alors Valérie, on va revenir sur votre parcours à vous, s'il vous plaît. Donc, oui, moi j'étais dans une école d'architecture aux Beaux-Arts à Paris, UP6. Enfin, c'était une école où surtout on glandait, enfin on s'amusait à faire toutes sortes de choses, sauf de l'architecture vraiment sérieuse. Mais en même temps, quand je dis glander, c'est dans le bon sens du terme, c'est qu'on a travaillé avec des professeurs d'architecture qui étaient très expérimentaux et qui nous emmenaient à la cartoucherie de Vincennes, qui était un terrain qui venait de s'ouvrir. Hein, c'était une friche encore qui s'ouvrait en même temps que l'université de Vincennes. Enfin, c'était vraiment des mouvements d'avant-garde, de recherche. Et avec les profs, on faisait en grandeur nature des dômes géodésiques de Buckminster-Fuller, toutes les scènes en pente, les maisons en pente. On faisait des grosses maquettes en grandeur nature de Claude Parent. Et puis, très rapidement, évidemment, il y avait les gens de théâtre qui étaient déjà là. Anne Mouchkine était arrivée. Donc, on était en rapport avec les gens de théâtre. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu des gens au théâtre qui m'ont fait travailler comme décoratrice, le théâtre du Chaudron en particulier. Et puis, et là, il y avait, dans toute cette équipe, parmi tous ces gens, il y avait un décorateur de cinéma qui était en fait un décorateur qui travaillait au But de Chaumont. On appelait ça les Buts de Chaumont. C'était les studios de la SFP de l'époque, qui étaient d'énormes studios. Hein. Tout ça a été démoli aussi, hélas. Mais c'était une grande usine de décors avec des gens qui faisaient des recherches comme Averti, avec des décors en noir et blanc, toutes sortes de recherches très intéressantes. Puis des choses beaucoup plus conventionnelles qui étaient de la série, de la série. Alors il y avait des décors sur des tournettes comme ça. Bon, et donc ce décorateur que j'ai rencontré là m'a demandé de venir les aider. C'était les premiers intermittences parce que eux étaient tous fonctionnaires. Hein, là, au But de Chaumont, c'était vraiment des fonctionnaires. Et donc, voilà, j'étais la première, avec Katia, à se balader au milieu de ces équipes très anciennes. Et je me souviens, d'ailleurs, ici, à Francoeur, il y avait un studio, on a fait un énorme décor, on a reconstitué les Buts de Chaumont, carrément, avec des toiles peintes. Et c'était Pierre Tchernia, c'est vraiment qui faisait ce film. Voilà, moi j'ai appris vraiment avec les vieux, parce que le décorateur dont je vous parle était lui-même l'assistant d'un très vieux décorateur qui s'appelait Georges Lévy, qui était un tyran absolu. Il fallait être à 5h du matin dans les studios. Enfin bon, ça rigolait pas. Mais effectivement, comme tu dis, Michel, moi c'est grâce à ces gens que j'ai vraiment appris comment se structurait un film. C'était très hiérarchisé à l'époque. C'est pas par hasard qu'on s'appelle chef déco. C'est que vraiment il y avait des équipes pléthoriques. Et en même temps, quand j'ai commencé moi de fil en aiguille à faire moi-même des films comme chef décoratrice, c'est marrant parce qu'on était entre les deux. C'est-à-dire c'était un peu la fin de tout ce monde du gros studio avec des gros décors. Et puis une nouvelle façon de faire des décors dans des friches, dans des usines. Alors tu parlais d'Hilton Maconico, moi aussi j'avais rencontré Hilton à cette époque. Il venait des États-Unis, il avait fait des films avec Benex et c'était Diva, La Lune dans le caniveau, et c'était des décors assez stupéfiants parce que justement c'était des décors hors normes. Léos Carax, Mauvais sang. C'est vraiment toute cette époque des années 80 où la réhabilitation du décor venait, mais par une autre voie, par un autre biais que le décor en studio. Voilà. Très bien, puisque vous avez le micro, vous pouvez le garder. Est-ce que, alors maintenant que vous êtes dans le métier, en fait, on raconte un peu votre vie, est-ce que ça a été difficile de franchir les échelons? Et quand est-ce que vous êtes devenu chef déco? Est-ce que ça, c'était difficile, en fait, en tant que femme, là, justement? Ou pas tant que ça?
Moi, j'ai fait beaucoup de films comme assistante et puis comme superviseur. Mais mon problème, c'est que j'avais la trouille d'être chef déco. J'osais pas passer le cap. Et donc, j'ai appris avec des grands décorateurs anglo-saxons et français. Et je me disais que j'étais pas légitime, j'y arrivais pas. Et en fait, j'ai fait Marie-Antoinette comme superviseur. Donc, c'était presque, vraiment, je signais pas le film, mais j'avais toute la responsabilité de la fabrication du film. Et le producteur de Marie-Antoinette faisait un petit film en Inde et il a dit maintenant ça suffit, il faut que tu sois chef déco. Il m'a envoyé en Inde faire son film. Et c'est là que j'ai démarré et que je me suis rendu compte que c'est pas si compliqué que ça par rapport à tout ce que j'avais fait avant et que j'avais le bagage. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et pas vraiment, pas eu de trop de difficultés en fait. Voilà. Sauf le fait de pas oser y aller. Donc, c'était un problème de légitimité que vous aviez en fait pour vous, c'est psychologique, je pense. Oui, c'est très dit parce qu'on doute toujours en fait. J'ai toujours douté, moi, même encore maintenant. Donc, mais j'ai pas été empêchée par qui que ce soit, au contraire. D'accord. Je me souviens de quelqu'un avec qui j'ai travaillé, avec Serge Douy et Jean-Pierre Bazerolles, qui m'a épaulée une fois pour m'aider à passer ce cap de la peur c'est comme ça, j'avoue. Je l'ai jamais dit, mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça n'a pas été facile de se dire, moi aussi, je peux le faire. Je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est votre cas aussi ou comment ça s'est passé? Moi, je pense quand même qu'il y avait une grosse pression sur le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes, quoi, chef décorateur. Donc, c'était un peu... je peux pas dire que j'étais empêchée, mais je sentais qu'il fallait quand même bosser pour prouver que c'était possible. On était dans un monde d'hommes, c'est un peu le titre de votre table ronde, et je pense qu'on est quand même un peu censé aborder ça. Moi, je me souviens, je citerai aucun nom, mais d'un metteur en scène qui m'avait convoqué parce qu'il avait entendu dire que j'étais chef déco. Mais pour lui, c'était extraordinaire parce qu'il me posait des questions. Il me disait, mais alors, en fait, il n'avait aucune idée du métier. Mais alors, vous construisez vous-même. Enfin bon, il était interloqué qu'une femme puisse faire des trucs que seulement les hommes savaient faire. Et il m'a pas pris, mais il m'avait fait venir dans son bureau pour que je lui explique que oui, après tout, oui. De même que, moi, je sais que à chaque fois que j'allais dans le studio, il était hors de question que je sois autrement habillée qu'en salopette ou, voilà, on avait quand même tendance à se masculiniser en termes d'apparence. Et puis, quoi qu'on dise, il y avait ce rapport à la séduction dans ce monde d'hommes où ça passait aussi par des histoires de séduction. Je pense que même si je peux pas dire que j'ai été radicalement empêchée, je pense quand même que c'était pas facile. C'était pas aussi simple que pour un garçon d'être décorateur. C'est peut-être ça en fait qui m'a. Oui, mais je pense. Et puis quand tu dis la légitimité, entre soi-même, ce qu'on s'interdit, cette censure, cette auto-censure, parce qu'effectivement, on aborde des plates-bandes qui ne sont pas les nôtres, et puis ce sentiment général, où est-ce que ça passe par la séduction? Est-ce que c'est véritablement... C'est ça aussi la légitimité. Est-ce que c'est véritablement pour ce qu'on sait faire qu'on nous emploie, ou est-ce que c'est parce que on est une femme et qu'on a une jolie petite frimousse et que voilà, et que c'est agréable à regarder? Je pense que ça, moi, je l'ai toujours ressenti, mais toujours, de la part, pas forcément que des metteurs en scène, des producteurs, mais des hommes en général. Et vous alors? Passer de chef déco, ça s'est fait très doucement. La difficulté, que j'ai eue, c'est j'ai été première assistante. La première fois, j'étais première assistante. Non, pas la première, mais en studio. Voilà. C'est pour Volkswagen de Corneau et on construisait beaucoup en studio. Et là, j'ai dû monter une équipe et ça n'a pas été simple du tout, d'ouvriers. Ça n'a pas été simple. J'avais un chef constructeur, qui me fait dire 4 jours avant de commencer à construire, « Ah non, mais je ne peux pas venir parce qu'on m'a appelé pour une pub, là, je suis obligé de la faire. » Et je me suis retrouvée à Épinay, dans mon bureau, seule, en me disant « Je fais quoi maintenant ?»
Et je connais. Alors en bas, il y avait un chef constructeur qui jouait aux boules avec son équipe. Non, mais ça s'est passé exactement comme ça. Que je connaissais vaguement. Je descends et je lui dis, est-ce que tu es libre? Voilà, je fais le film de Corneau dans Sagan avec Kojelko, puisque c'était quand même lui le chef décorateur. Ah, il me dit, je sais pas, attends, moi, il faut que j'appelle Théo Meurice parce que je peux pas prendre de film comme ça. Attends, moi, c'est Théo, hein, mon patron, c'est Théo. Et puis, Théo dit, mais oui, vas-y, allez, vas-y, va lui filer un coup de main. Et voilà. Et là, après, j'ai pu avoir une équipe. Et c'est là où j'ai eu, je crois, la grosse difficulté à m'imposer. Et ensuite, bon, l'équipe sur le plateau. Bon, quand tu dis qu'évidemment, on ne venait pas en talons, ni en je sais pas quoi. Enfin, on était évidemment en jean et pas de. Enfin, ça m'a jamais trop traversé l'esprit. Là, il fallait construire, il fallait construire. Et puis ça s'est très très bien passé, mais pas le premier jour, quoi. Moi, j'ai été tuilée aussi quand j'étais assistante, deuxième assistante et que je dessinais. Pas tuilée, comment on dit, bisutée. Oui, bisutée, ouais. Les constructeurs, c'était sur la Révolution française. Et en fait, ils ont voulu me tester pour savoir si je dessinais aussi bien que les hommes. Et ils étaient vraiment, c'était des portes moulurées, des choses comme ça. Et c'était vraiment impressionnant parce qu'ils m'ont foutu la trouille. Et en fait, une fois qu'ils ont vu que j'étais aussi capable qu'un homme, après, ça a été terminé. Après, ils ont vraiment fait les choses comme avec un homme. Mais c'est vrai que peut-être, il y avait ce côté. Une de vous m'a dit que quand elle passait à côté d'un de ses collègues, et ça c'est vous qui avez dit ça, il se couchait sur ses dessins pour pas que vous les voyiez. L'assistant de Max Douy, sur le fameux stage, que j'ai fait avec Max Douy, il avait un chef d'éco, un assistant d'éco qui dessinait. Et alors, il m'a évidemment s'est demandé ce que je faisais là. Et à chaque fois que je passais dans son bureau, il se couchait complètement sur sa planche à dessin pour surtout pas voir comment ça se passait. Parce que Max, je ne sais pas, Max Douy m'a pris sous son aile assez vite. Et bon, en me disant que évidemment, on ne faisait plus les choses comme il les a fait à une autre époque, que maintenant les studios c'est fini, que bon, c'était pas très. Pour te donner envie d'y aller, c'était pas exactement. C'est pas très motivant. Voilà. Mais l'assistance, c'était incroyable. Hein. Ça me choquait parce que je dis pas bonjour, rien. Et surtout, j'étais la peste. Hein. Moi, je me souviens des constructeurs au but de Chaumont qui se cachaient derrière les feuilles décor. Parce que le déco, quand j'étais assistante, le chef décorateur me disait, bon, on va voir un peu où est-ce qu'on en est avec la construction et tout. Donc, j'allais voir avec les plans et tout, pour bien vérifier que tout allait bien. Et ils jouaient avec moi parce que j'étais une jeune femme, quoi. Ils auraient probablement jamais fait ça avec un garçon, jamais. Et donc, ils se planquaient derrière les feuilles de décor. Donc, j'avançais et donc, ils avançaient. C'était la grande blague, quoi. Donc, je retournais au bureau, je disais, ils ne sont pas là. Et vous, Françoise, alors, comment ça a été le fait de progresser dans la carrière pour obtenir ce poste de chef? C'était un peu, pas tout à fait les mêmes expériences, parce que moi, je ne voulais pas devenir chef d'éco. C'est-à-dire que moi, je vivais comme chef d'éco. Et on travaillait ensemble 6 mois par an. Et donc 6 mois par an, je travaillais avec lui et on faisait, je faisais l'ensemblage, etc. Et les autres 6 mois, je faisais mon travail personnel dans les galeries. Et on a fait ça pendant 10 ans. Et moi, ça me convenait très bien. Moi, j'avais aucune velléité de devenir chef d'éco. Moi, je voulais être une artiste. Je travaillais avec des galeries et je faisais mon travail tout en adorant travailler sur les films, les pubs, les clips. Mais je n'avais pas assez de volonté. Et le jour où on s'est séparés, je ne me voyais pas contacter d'autres chefs d'éco avec lesquels travailler.
Et on m'a proposé un film, et je me suis dit, bon, après tout, pourquoi pas? Et c'est comme ça que ça a démarré, avec le film de Catherine Breillat. Après ça, j'ai fait un film de Corsini, j'ai fait un film de Noémie Milowski. Et par contre, ensuite, je crois que c'était, je ne sais plus quel metteur en scène, qui m'a appelé en me disant, mais est-ce que vous travaillez aussi avec les garçons? Donc, c'était l'inverse. On me demandait est-ce que j'avais fait des films de filles. Voilà. Est-ce que travailler avec une réalisatrice, justement, c'était la garantie d'être mieux traitée ou pas? Non, parce qu'en l'occurrence, je Ah là là, citerai mais attends, personne. c'est pas du tout une Moi, histoire, mes pires expériences, vraiment les 2 pires, c'est 2 metteurs en scène, femmes. Moi aussi. Voilà. Moi, je me souviens, j'étais Mais enceinte c'est jusqu'aux peut-être dents. un hasard, hein, mais voilà. J'étais enceinte jusqu'aux dents et j'ai rencontré une metteuse en scène. Alors, première fois que j'étais enceinte, j'avais travaillé avec un metteur en scène qui s'appelait Jean-Louis Hubert. Et j'étais presque encore au 9e mois en train de bosser. Et pour lui, ça posait absolument aucun problème. Puis j'ai fini par lui dire, Jean-Louis, écoute, quand même, je pense que là, il va falloir qu'on trouve un relais, etc. Ah bon, ouais, bon. Et en revanche, le 2e enfant que j'ai porté, eh bien, pareil, je ne vais pas vous citer le nom parce que ce serait trop triste, mais et c'est une metteuse en scène, oui. Une réalisatrice Une aussi. réalisatrice. Et je démarrais, enfin, j'avais un tout petit vin. Elle m'a dit, t'es enceinte, mais hors de question que tu travailles avec moi. Moi, je ne travaille pas avec des femmes enceintes parce que c'est pas possible, en fait. C'est une maladie. D'accord. C'est un coup de pas de bol. Mais moi aussi, parler dans le c'est ce que je micro, te dis, parce qu'on mais vous là, entend pas. avec la femme, une femme, ce que je veux dire, c'est que c'est pas une garantie forcément d'ouverture et d'esprit. Enfin bon, c'est peut-être mauvais hasard. Est-ce que la fidélité à un réalisateur ou à une réalisatrice, c'était un moyen justement de progresser? Parce qu'il y en a certaines qui ont travaillé beaucoup avec les mêmes équipes. Est-ce que ça, c'était un moyen de progresser ou d'avoir plus de poids, disons, dans l'équipe du tournage? Moi, j'ai beaucoup travaillé à 2 metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé depuis presque 20 ans, qui sont Jean-Paul Salomé et Laurent Tirard. Bon, Laurent Tirard est décédé, mais j'ai fait quand même, je sais plus, j'ai pas compté, mais 6 ou 7 films avec lui. Alors, c'est à la fois formidable parce qu'on se connaît bien, que c'est simple, et en même temps, ça empêche de travailler avec d'autres. Donc, pour rester fidèle à Jean-Paul et rester fidèle à Laurent, j'ai refusé quand même des projets très, très importants avec des metteurs en scène magnifiques. Et vous le regrettez? Non, mais c'est des choix. Mais la fidélité, elle est... alors, voilà, c'est une question de caractère. Moi, c'est vrai que de travailler avec... ce travail sur 20 ans, avec les mêmes gens, avec qui après, on se côtoyait dans la vie aussi, on se voyait en dehors des films, il y avait c'est devenu une amitié. Donc, c'est vrai que c'est formidable, parce qu'il y a... C'est doux, le film se passe d'une manière douce, on se connaît, il y a pas on progresse ensemble, on regarde les choses ensemble, mais ça ferme des portes. Donc c'est à double tranchant. à double tranchant, voilà. Vous m'avez dit, Michel, que vous n'aimiez pas trop ça, la proximité. Non, mais j'ai quand même travaillé sur tous les films d'ailleurs de Daniel Thompson, c'est vrai. Mais sinon, non, j'ai pas avec les hommes quoi. J'ai fait 3 films avec Téchiné, j'ai fait 3 films avec Blier. Blier, j'ai pas pu en faire plus et Téchiné non plus parce que j'avais autre chose. Voilà, j'en avais un autre, donc ça s'est mal passé. Enfin, ça s'est mal passé. On dit non, je suis pas libre une fois, on le demande pas une seconde fois. Hein. Voilà, voilà, ils sont très positifs, les metteurs en scène. Ils sont très, très fâchés quand ils apprennent que vous acceptez des projets en dehors des leurs. C'est vrai. Moi, j'ai eu des histoires de crise de nerfs de certains metteurs en scène qui ne comprenaient pas pourquoi on n'était pas disponible pour eux. Ah oui, moi, j'ai entendu des choses effrayantes. Non. Quand on dit non une fois, c'est fini. Mais c'est pas eux qui, même si vous avez l'habitude de travailler avec eux, c'est pas eux qui vous font forcément progresser dans votre carrière, si? Ça dépend de leur carrière à eux. Si leur carrière progresse, on progresse avec.
Mais on a un peu bagage accompagné. Mais c'est vrai que moi, ça m'est arrivé d'avoir des metteurs en scène avec lesquels j'ai fait 1 ou 2 films qui m'ont proposé un film pour lequel j'étais pas disponible. Et après, j'étais, de toute façon, Françoise, elle n'est pas disponible pour moi. Et bon, donc j'étais devenue pas disponible. Et ça, voilà. Et puis, quand même, je trouve que la fidélité à un metteur en scène, les techniciens qui sont fidèles à le metteur en scène, il y a des duos célèbres, évidemment, comme par exemple Saunier avec Alain Resnais. Je pense que c'est exemplaire, ou Peduzzi avec Chéreau. Enfin, ils deviennent des binômes pensants, quoi. C'est-à-dire que Resnais, jamais avec Saunier, refait la même chose. À chaque film, ils inventaient un système, une façon de visualiser les choses, une direction artistique. Et moi, j'ai énormément d'admiration pour ces gens. Au Demi, avec Bernard Évin, dont tu as si bien parlé, c'est quand même des couples de recherche, de travail. Moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. J'ai pas du tout la prétention d'être au même niveau de recherche avec les metteurs en scène, mais avec qui je travaille, mais j'apprécie en tous les cas cette idée d'une collaboration assez fidèle, dans la mesure où effectivement c'est constructif et c'est productif. Et vous, Anne, alors Moi, j'étais en train de réfléchir à quel moment j'ai vraiment progressé, mais c'était peut-être avant d'être chef déco, quand j'étais au contact de tous ces grands production designers américains qui sont devenus mes mentors et qui m'ont vraiment tout appris. Et en les voyant faire, ça m'a donné, je pense, je me suis nourrie. Et après, j'ai travaillé 3 fois avec Woody Allen, mais à part ça et la série sur laquelle je suis maintenant, j'ai toujours travaillé avec des gens différents, donc j'ai pas tellement je sais pas comment. Avec Woody Allen, comme avec la série d'Emily, le fait de travailler plusieurs fois avec les mêmes personnes, ça donne un certain, je dirais pas un confort, mais ça sécurise et ça permet d'aller plus loin dans ce qu'on va faire. Ça permet d'aller plus loin dans la créativité, je dirais, parce qu'on se lâche un peu plus à chaque film ou à chaque série, parce qu'on sait on connaît le réalisateur, on connaît le producteur ou le showrunner sur une série, et donc on se lâche un peu plus. C'est ce qui se passe pour moi sur cette série un peu folle. Donc ça nous donne un confort, et on est comme dans une famille et on peut aller plus loin, je trouve. Après, j'aimerais bien. Je fais en même temps des petits films. Je viens de faire un petit truc en 10 jours avec Nicolas Saada, et là aussi, le fait de ne pas avoir beaucoup d'argent et d'être en contact direct avec le réalisateur, ça enrichit en fait. Et c'est un travail commun. D'accord, donc c'est la variété des projets en fait et de la taille des projets qui font que vous avez l'impression de progresser, de vous dépasser. D'apprendre à chaque fois, et je pense que jusqu'à la fin de notre carrière, on va progresser et on va apprendre. C'est ça qui est intéressant. On fait jamais 2 fois la même chose. C'est passionnant à chaque fois qu'on fait un projet, en fait. Est-ce qu'il y a une vraie différence encore aujourd'hui entre être chef déco sur une série TV et au cinéma, ou sur un film de cinéma, et comment ça se manifeste? En fait, pour moi, je fais pas la différence dans mon travail ou dans le travail avec le directeur de la photo ou les réalisateurs. Je fais pas la série parce que c'est une série ou parce que je fais une œuvre cinématographique, quelle qu'elle soit, peu importe si c'est des plateformes ou pas, parce que maintenant, de toute façon, il y a tellement de plateformes que même les longs métrages ils n'ont pas le même format. Donc, non, je traite c'est pas une histoire de télé ou de série ou de long métrage ou de court métrage. C'est vraiment une histoire d'amour du métier de chef déco, en fait, et d'envie de créer et de donner le meilleur quand on peut. Même en termes de budget, en fait. C'est une question aussi de méthode de travail. Même pas budget. Je pense que les séries, c'est sur le long terme, donc ça veut dire qu'on a probablement plus comment dirais-je, le poids de l'organisation
du travail est peut-être plus important sur une série. De toutes les manières, il y a tellement l'économie est tellement, conditionne tellement la façon de travailler. On peut faire des petits films où on n'a pas d'argent, où on fait des recherches de décors, et donc c'est les repérages qui sont le plus importants, parce qu'on essaye, comme on sait qu'on n'a pas vraiment les moyens d'intervenir fortement, puissamment dans les décors, on fait beaucoup de repérage. Donc, en fait, la partie repérage est plus importante. Je crois que chaque film l'économie de chaque film conditionne les façons de travailler, les façons de penser, les façons de réfléchir les choses. Et c'est ça qui est aussi extraordinaire, parce que au cinéma, c'est que chaque film est une nouvelle aventure avec une nouvelle forme de pensée, une nouvelle façon d'imaginer les choses. On se remet en question à chaque film, en fait. Enfin, moi, en tous les cas, je l'ai vécu comme ça. Et du reste, quand on fait les CV, vous allez revoir un peu nos CV, je me disais, sur ce film, c'est marrant, c'est ça. On a des souvenirs très forts sur des rencontres, sur des espaces, sur des lieux qu'on a trouvés, sur des lieux qu'on a construits. C'est à chaque fois une histoire, quoi. C'est extraordinaire. Moi, voilà. Pour vous répondre à la question, est-ce que série ou pas série, c'est le même métier? Je dirais que pour chaque film, c'est un peu différent, quoi. D'accord. Mais en même temps, c'est toi et c'est la même personne qui va créer. Donc, moi, je pense que ça change pas. Si tu vas, je l'ai bien vu entre Émilie, où on a plus de moyens que sur le film de Saada. Peut-être que sur celui de Saada, on cherche plus. Quelque chose à créer l'illusion ou à créer quelque chose qui rende à l'écran, et je crois que c'est quand même ta créativité qui c'est pas, je suis pas sûre que ce soit une question d'argent. Quelquefois, quand on a trop d'argent, c'est pas si facile que ça. Tu as eu trop d'argent, toi, déjà? Non, j'en ai jamais trop, mais quand on est bien financé sur cette série, on peut pas dire qu'on n'est pas malheureux. On n'a pas un énorme truc, mais c'est pas facile à gérer, comme tu dis après. Vous êtes d'accord? Plus ou moins, c'est-à-dire que effectivement, dans la volonté de travailler sur un projet, un décor, la série et le long métrage, en fait, l'impulsion est identique ou se ressemble. C'est un projet qu'on prend comme un projet, on se met dedans. Après, dans la concrétisation de tout ça, il y a quand même, je trouve, une différence entre la série et le long métrage. C'est-à-dire que la série, il y a quand même un certain nombre d'interlocuteurs et d'intervenants. Le metteur en scène n'a pas forcément le final cut, c'est-à-dire c'est pas lui qui décide de tout, et qu'il y a quand même des gens il y a un peu on va dire un département marketing qui est quand même assez important et qui se mêle de beaucoup de choses, et on n'a pas en termes artistiques, qui sont quand même de temps en temps un petit peu présents. Ce que tu n'as pas sur un long métrage. Intervenants, en fait, ils interviennent. Ouais. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Je ne sais pas, en tout cas, peut-être que la série Emily in Paris, c'est un ovni dans les séries, mais moi, j'ai pas ce problème parce que je suis directe avec le showrunner. Mais je ne parle pas que de moi, je parle aussi du metteur en scène. Mais je parle du metteur en scène. Le metteur en scène, il a des comptes à rendre sur les plateformes à un showrunner, il a des comptes à rendre au marketing, il a des comptes à rendre à un certain nombre de personnes, qui n'est pas le cas d'un metteur en scène de cinéma. En tout cas, dans le cinéma français, un metteur en scène, au mieux, il est un producteur, parfois un scénariste. Il est souvent scénariste et metteur en scène. Et ça s'arrête là. C'est-à-dire que le producteur, voilà, il y a... Ah oui, je comprends. Alors que c'est vrai que sur la série, je ne dis pas qu'il... Sur certaines séries, en fait. Mais il y a... Bon. Parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont... Il y a quand même, décident. Par exemple, sur les séries Netflix, tu as ce qu'ils appellent des kick-offs, où il y a quand même un certain nombre de personnes du marketing qui regardent les repérages, qui regardent le casting, qui émettent des jugements de casting. Moi, j'ai vu quand même des metteurs en scène se battre comme des chiens sur du casting, parce que c'était pas ci, pas ça. Pas bankable. Pas suffisamment bankable ou pas suffisamment représentatif ou je sais pas quoi. Et pareil, moi j'ai vu des repérages ne pas passer. J'ai vu des repérages ne pas passer parce que peut-être pas assez parisien ou pas assez ci ou pas assez...
ce qui n'arrive jamais sur un long métrage. Moi, je pense que c'est un peu en fonction du showrunner et de la personnalité, parce que tu vois, sur Emily, c'est le créateur de la série qui décide, c'est pas Netflix. Mais peut-être à cause de son succès ou grâce à son succès, non? Oui, c'est pour ça que je dis ça, parce que sincèrement, je savais pas ça. Tu vois, j'ai pas affaire à ça, moi. Et que ce soit sur Lupin, en fait, les seules séries sur lesquelles moi j'ai pas vraiment vécu ça, c'est par exemple les séries Arte. Arte, ils sont très respectueux du metteur en scène qu'ils choisissent, de ce qui est écrit, et il y a très très peu d'interventions, on va dire, artistiques. Oui, par définition, on dit que les téléfilms, la télévision, effectivement, les Netflix, Amazon, etc., ont un pouvoir il y a un pouvoir politique. Alors, sans parler de propagande ou de quoi que ce soit, mais disons que le marketing, c'est du business quand même. Ah oui. On est dans l'industrie. Donc, il faut effectivement, bien entendu, y prêter attention. On ne peut pas dire... ouais, c'est tout pareil. Je pense pas, dans la mesure où effectivement, c'est pas les mêmes produits. Maintenant, même dans le long métrage, c'est pas souvent facile, et c'est souvent, j'ai remarqué qu'il y avait des metteurs en scène qui pouvaient pas avoir le casting qu'ils voulaient parce que justement, ils n'étaient pas bankable, mais dans le long métrage aussi. Mais maintenant, par définition, on a toujours... Alors, est-ce que ça s'estompe maintenant un peu plus? Je ne sais pas, parce que la direction artistique sur des téléfilms maintenant est beaucoup plus forte, etc. Mais pendant très longtemps, on va dire, c'était plus prestigieux de faire du cinéma que de faire de la télévision. C'est sûr. Et ça reste? Non, ça a changé. Hein, ça a changé. Il y a des séries. Quand on est oui, non, mais ça change. Maintenant, vous avez beaucoup. Là, je viens de faire un film, un téléfilm avec Philippe Leguet, qui est un metteur en scène de cinéma. Mais moi, je me souviens quand j'étais au début de ma carrière, c'était pas bien de mettre sur son CV qu'on avait fait des films TV. Il fallait que mettre du... Oui, parce que c'était on allait se présenter à télé, des ça n'a rien à voir avec les séries un peu machin. Non, mais les films télé, la téléfilm, téléfilm, même les acteurs n'allaient pas trop dans les... Maintenant, ça a changé. Alors pardon, allez-y. C'est vrai que moi, quand même, ce que je trouve entre les séries, même un peu prestige, et le cinéma, ce qui change, c'est que l'interlocuteur... Moi, si... Avec le metteur en scène, on a envie de quelque chose sur une série, c'est pas pour autant qu'on va pas lui dire non sur c'est pas parce que je m'entends bien avec le metteur en scène artistiquement et qu'on est soudé et qu'on est d'accord sur quelque chose qu'on va pas retoquer un peu par derrière, en tous les cas. Voilà, ce qui n'est jamais arrivé sur un film de cinéma avec le metteur en scène. Si on est, on va dire, en accord artistiquement et qu'on propose quelque chose, c'est très très rare, si ça rentre dans le cadre budgétaire, bien évidemment, qu'on se fasse retoquer. D'accord. Alors, avant de donner un micro à la salle et pour que vous puissiez poser vos questions, il y a eu plein d'évolutions, comme on l'a relativement dit dans votre métier, mais il y en a une qui est très massive en fait en ce moment, c'est la féminisation de la décoration en fait donc, vous me disiez qu'à l'école de la Fémis, il y avait sur 12 étudiants, il y avait 10 filles. Sur 16, il y en a 12. Il y a trop de filles. Sur 16 étudiants, il y a 14 filles. Et alors, à part le fait que ce soit... Sur 12 étudiants, il y a 10. Oui. À part le fait que ça agisse évidemment pour une meilleure parité, une meilleure représentation, etc., est-ce que ça a changé quelque chose dans votre métier, dans l'exercice de votre métier, le fait que ça se féminise de plus en plus? C'est beaucoup plus sympa. Moi, j'allais dire non, mais on a toujours eu des équipes mixtes, non? Enfin, moi, personnellement, c'est toujours des équipes mixtes. Oui, mais non, oui et non, parce que maintenant, il y a des constructrices. Ouais, les constructeurs, et les constructeurs, c'était tous des garçons, quand même. Moi, c'est récent que j'ai des constructrices. Moi, les peintres, c'est toujours des filles. Si vous ne parlez pas dans le micro, on ne vous entend pas dans la salle, alors. Chef constructrice, non. Mais chef peintre, j'ai vu chef peintre, oui. Enfin, j'ai toujours. Mais est-ce que ça change quelque chose? C'est pas le fait d'en avoir ou pas en avoir. Est-ce que le fait qu'il y en ait de plus en plus, mis à part le fait qu'on considère que c'est une bonne chose, que ça va vers plus de parité, est-ce que ça change dans l'exercice du métier, dans le respect, dans la place sur le plateau, dans toutes ces choses-là? Ou rien du tout? Je crois pas.
Pour moi, ça ne change pas grand-chose. Non, moi je pense que ce qui est bien, c'est que dans une équipe déco, que ce soit qu'il y ait une mixité, c'est-à-dire qu'il y ait des sensibilités variées, que les gens viennent un peu d'horizons différents et qu'ils amènent des choses un peu différentes. Mais moi, j'ai l'impression que c'était quand même. Après, c'est peut-être pas forcément au même poste, mais il y a quand même. Moi, j'ai jamais vécu, même au début, des équipes déco à 90% masculines. Il y avait toujours des femmes. Toujours des femmes à certains postes. Alors c'est vrai qu'il y a des c'est comme maintenant on voit des femmes chefs électro, machinistes. On voyait pas ça avant. Il y a peut-être effectivement un peu plus de femmes en construction. Les femmes accessoiristes, c'est venu assez tard aussi. Ouais. Accessoiriste de plateau. Il y en a pas mal maintenant. Moi, il y en a je pas me souviens mal. de Christine Tellier, qui était une accessoiriste que j'ai fait entrer. Ouais. Et, ils étaient tous Ouais. étonnés. Mais c'est vrai qu'il y en a pas mal Quand maintenant, même, il y a des accessoiristes. métiers qui se sont féminisés, alors qu'ils En revanche, j'ai remarqué l'étaient que... pas. Pardon. Excuse-moi. C'est les J'ai scripts. remarqué par rapport à quand j'ai commencé qu'il y avait beaucoup plus d'hommes ensembliers et il n'y a plus beaucoup de femmes maintenant. Moi, je connaissais pratiquement toutes les équipes où j'étais, c'était des hommes, les ensembliers. Et maintenant, c'est pratiquement que des femmes. Non? Vous avez des hommes Ouais, moi j'en connais, ouais. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser? Merci beaucoup pour ces échanges. Je suis Agathe Buisson, étudiante en architecture d'intérieur depuis 4 ans. Vous avez un peu tout évoqué le fait d'être arrivé dans le secteur de décoration du cinéma par hasard. Je me demandais si pour vous c'est encore possible aujourd'hui d'arriver dans ce secteur-là sans avoir fait des études de décoration. Et si oui, quels sont pour vous les meilleurs moyens d'atteindre le secteur pour rentrer dans le milieu professionnel? Personnellement, moi, quand je prends des stagiaires, c'est plutôt... je regarde pas forcément les CV, les écoles, hein, c'est plutôt au feeling. Et c'est un peu des fois... moi, je suis quelqu'un d'un peu superstitieux. Et c'est vrai que quand j'ai quelqu'un qui m'appelle ou qui m'envoie un mail au moment où je cherche quelqu'un, j'ai tendance à le recevoir et à ce moment-là à essayer. Voilà, c'est à faire marcher le hasard en me disant tiens, une intelligence d'appeler au bon moment. Et du coup, sauf s'il y a une antipathie ou que je sens que ça marchera pas, qu'il n'y a pas une bonne énergie ou quelque chose, mais du coup, je donne la chance et je suis rarement déçue. Voilà. Tu réponds tout le temps au téléphone parce que s'il y a beaucoup de gens qui cherchent. Non, chaque fois. généralement c'est par mail C'est ou par SMS. Et vous, alors, comment vous faites? Mais moi, je regarde les CV, en fait. Alors, je dois admettre que quand je vois que les gens ont fait des études d'architecture, ça me plaît parce qu'en fait, il y a une espèce de... Il y a quelque chose qui me parle, en fait. Et donc... Mais en général, les gens qui m'écrivent, je les reçois et après, c'est au feeling et en regardant le parcours. Et voilà, souvent, je cherche des gens qui savent dessiner parce qu'on a des tas de choses à dessiner dans le bureau déco. Puis sinon, c'est des personnes qui ont plus un profil d'ensemblier. Je les envoie à mon ensemblière. Mais... Puis pour lui répondre, t'as 4 ans d'archi d'intérieur, c'est ça? Ouais, tu as déjà une bonne base en dessin et puis après, il faut essayer, il faut appeler, il n'y a pas de règles et puis c'est comme dit Françoise, tu peux tomber au bon moment et il faut essayer, faut pas abandonner. Moi, j'essaye de répondre systématiquement à tous les jeunes gens qui m'envoient des mails. Je pense que il faut déjà déterminer comment rentrer. Parce qu'en fait, dans une équipe, les équipes déco, elles sont assez hiérarchisées. Et comme dit Anne, par exemple, il y a l'entrée par le dessin, donc c'est pour être second assistant. Il y a l'entrée par la connaissance des meubles, l'intérêt que vous portez aux meubles, vers les ensemblières, vers les ensembliers. La régie d'extérieur, je pense que vous devez un peu savoir de quoi il s'agit, ça aussi en rapport avec les objets. Donc en fait, il faudrait
il faut, à mon avis, moi, c'est ce que je conseille aux personnes que je rencontre, et j'en rencontre vraiment régulièrement dès que je peux, parce que c'est important de pouvoir vous donner un peu de courage, parce que c'est vrai qu'il y a un côté porte comme ça fermée. J'en ai rencontré une hier qui était complètement désespérée, alors qu'elle sort d'archi, qu'elle a un diplôme, enfin bon bref. Donc il faut savoir comment vous entrez, par qui et à qui vous adressez. C'est pas forcément les chefs décorateurs qui peuvent vous embaucher. Ça peut être les premiers. Peut-être que ce serait plus astucieux de voir un peu avec les premiers qui souvent recrutent eux les personnes soit les ensembliers si vous vous intéressez aux meubles, mais effectivement là avec le profil de dessin. Mais après c'est votre désir aussi. C'est pour ça aussi qu'il faut voir un peu ce que vous aimez, ce qui vous attire dans cette histoire du cinéma, du département du décor. Mais voilà. Donc en fait ce que je veux dire c'est qu'il faut que vous sachiez à qui vous adressez. À mon avis, quand vous avez envie d'intégrer une équipe décor. Il y a aussi, on peut faire un stage, tout simplement. Alors, je ne sais pas si vous êtes encore à l'école, un stage conventionné. Voilà. Et après, il y a la peinture, la construction aussi, c'est des très bonnes portes. Hein. Si vous êtes manuel et que vous aimez ça, ou la couture, à la tapisserie, etc. Il faut entrer par une porte, puis voir un peu comment ça se passe à l'intérieur d'une équipe. Mais savoir ouvrir une porte en sachant un peu, voilà, savoir vous ce qui vous intéresse le plus. Il y a aussi quelque chose qui se passe ici à la FEMIS, c'est que si vous voulez un peu savoir comment ça se passe, il y a des exercices ici de construction en deuxième année, en troisième année, où les élèves ont besoin de bénévoles pour les aider. Et j'en connais plein qui sont passés par là, je leur dis de venir. Et puis, ils se sont retrouvés dans mes équipes après parce qu'ils rentrent dans un circuit, ils rentrent avec des gens qui sortent et qui les emmènent avec eux. Il y a cette filière aussi qui est pas mal d'être sur le tas. Donc, vous postulez dans les écoles. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, il y en a plein. De toute façon, dans le cinéma, enfin, la télé, c'est pareil. Il faut commencer à se constituer une équipe, un réseau, des relations, c'est ça qui marche. Hein. Dans la déco aussi, j'imagine. Le fait d'avoir des relations, oui, faire des rencontres, c'est ça. Alors, elle l'a pas dit dans le micro, donc il faut aller dans le studio pour rencontrer les gens qui travaillent. À vous, bonjour. Au-delà de cette question d'entrée par la petite porte et de stage, vous avez ici à la FEMIS une formation. Comment ça se passe? Comment elle ouvre? Sur quoi elle ouvre? Et à quoi ça sert de faire une formation à la FEMIS? Est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs? Est-ce qu'elles sont garanties de trouver du travail? Enfin bon, c'est un peu beaucoup de questions. Peut-être qu'il y a beaucoup d'étudiants ici de cette institution, donc qui connaissent déjà les réponses. Mais moi, ça m'intéresserait d'élargir un peu. Il ne doit pas y avoir beaucoup d'étudiants. S'il y en a une ancienne, là, Joséphine. L'école, il y a un concours, hein, il faut passer le concours. C'est Bac+2. Et après, il y a 4 ans d'études. Il y a d'autres écoles qui enseignent la décoration et qui peuvent aussi être une porte d'entrée. Mais la FEMIS, l'avantage de la FEMIS, c'est que vous êtes directement dans un système où il y a tous les départements et vous faites tout de suite des décors pour des réalisateurs, avec des directeurs de la photo, avec des ingénieurs du son, avec des producteurs, avec des distributeurs. Enfin, vous avez tous les départements que vous retrouverez après et vous rentrez dans des équipes. Et vous pouvez aussi sortir de l'école avec un réalisateur qui va faire un film et devenir son décorateur. Voilà, donc c'est un peu ça. L'avantage de la FEMIS, c'est que vous avez 1000 intervenants par an qui défilent et que vous pouvez rencontrer. Mais c'est pas la seule façon de rentrer dans le cinéma. Bonjour, je m'appelle Arthur Groman, je suis un jeune assistant décorateur. Au début de votre intervention, vous parliez toutes de grands noms du cinéma, de grandes expériences. Certaines d'entre vous ont même évoqué le fait que c'était la fin des grands studios, etc. En tant que jeune, c'est un discours auquel je m'attache, puisque
J'entends aussi ce discours de dire ah bah on fait plus le cinéma comme avant, on n'a plus les mêmes moyens, on n'a plus beaucoup de temps. Et du coup la question c'était est-ce que vous pensez que aujourd'hui on peut avoir la même qualité d'enseignement et de travail dans l'économie du cinéma qu'elle est aujourd'hui? Définitivement, puisque en fait, pardonnez-moi, je me suis mal exprimée. Si c'est il y a eu la disparition de tous les studios, mais là, oups, c'est en train de revenir. Il y a un mouvement de feedback total. Donc, au contraire, et je pense qu'au contraire, maintenant, et l'école de la Fémis et le travail que fait Anne est absolument magistral de ce point de vue, c'est que vraiment, là, au point où on en est, je considère qu'on est droit dans nos bottes, quoi. Ça marche. Vous apprenez tout à fait bien le métier de décorateur de cinéma. Même si à un moment, effectivement, ça a été un petit peu plus flou, tout ça, j'ai l'impression que maintenant, oui. Ma réponse est oui. Oui, c'est sûr. Vous inquiétez pas, Arthur. Il n'y a pas de raison d'être défaitiste alors. On construit des costumes. Oui, c'est vrai. On construit encore des studios. Est-ce que le métier est menacé par la création numérique, par les IA et tout ça? Est-ce que vous êtes concerné par ça ou pas? On est concerné, mais on essaie d'utiliser comme un outil. Il ne faut pas avoir peur. D'accord. Non, je pense qu'on a encore beaucoup de beaux jours devant nous. Oui. Et les séries, le fait qu'il y ait de plus en plus de séries, est-ce que ça a été un appel d'air massif pour votre métier? Les séries, on construit beaucoup pour les séries. Hein. Moi, enfin, personnellement, il y a beaucoup parce qu'en fait, en plus, on construit éco-responsable, hein, puisque on construit en pensant qu'on va démonter, puisque et donc on construit de manière à stocker quand la série s'arrête et quand il y a plusieurs saisons. Mais du coup, on construit, c'est amusant de construire de dessiner de cette manière-là aussi pour stocker ou recycler ou transformer, c'est intéressant. Et je pense que oui, là, Arthur, t'inquiète pas. Attendez, il y a quelqu'un qui a un micro là. Merci. Bonjour, je suis Anne, je suis moi-même première assistante déco. Et de ma, pour l'instant, courte carrière, j'entrevois déjà les différences de perception par rapport à la hiérarchie vis-à-vis d'un homme ou une femme. Donnant un exemple très concret, si on a un homme très ferme, premier assistant ou chef décorateur, c'est juste un homme concentré et sérieux, alors qu'une femme qui ne sourit pas, par exemple, tout de suite va être perçue comme une personne pénible. Donc je me demandais si vous avez ressenti ça dans vos carrières, si vous êtes fondu dans ce moule-là ou si vous avez décidé de prendre le parti pris de ne pas rentrer dans ces comportements de personnes souriantes, etc. Comment vous avez géré ça? Honnêtement, moi, ça m'a jamais effleuré. C'est pas une question que je me suis posée, jamais. En fait, il y a des gens avec qui j'ai envie de sourire et des gens avec qui j'ai envie de mordre, mais en dehors de ça, c'est vraiment en fonction de la situation, mais c'est pas en fonction de. Moi, je pense qu'on peut absolument pas balayer cette question. Hein. Je pense qu'effectivement, il y a des hommes qui ont plus qui se font mieux, comment dirais-je, auxquels certaines équipes réagissent mieux quand il y a des garçons assez autoritaires. Et pour les femmes, je continue à penser que c'est quand même beaucoup plus difficile. Allez-y, corrigez, mais prenez le micro parce qu'on vous entend pas. Ah, c'est pas une question de sourire, alors c'est autre chose. Ah oui. Parce que sourire, on n'avait pas compris. Ben non, parce que là, vous avez sourire pour nous. Moi, en fait, dans notre bureau d'éco, on a tous envie de sourire, en fait. Mais non, mais alors ça, ce que tu as dit, elle a bien répondu, en fait. Ah bon, d'accord. Vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ou pas vous mettre d'accord? Mais bon, après, à la deuxième partie de ta question, j'aurais envie de dire, est-ce qu'il faut se plier ou pas se plier? Tu sais, avec l'expérience, il me semble qu'à un moment donné, tu prends aussi de l'assurance et tu vois, ça vient, quoi. Mais
Bon, je pense que c'est pas spécifique au cinéma. Hein, c'est en général les femmes dans le monde du travail. Hein, c'est le respect que ça vient. Hein, ça vient. Mais c'est une lutte de tous les jours. Moi, je pense qu'il faut absolument pas laisser tomber le combat. Quoi. C'est clair que c'est une lutte de tous les jours. Allez-y. Oui. Moi, je voulais faire une première réflexion, qui n'est pas une question, c'est que j'ai beaucoup vu écouté de parallèles avec la prise de vue, tout ce que vous avez dit. Se faire s'imposer dans une équipe d'hommes, je sais pas, aller travailler en salopette. Moi, j'aurais jamais été faire des essais chez Alga en jupe, alors qu'il n'y avait pas besoin de faire la roue pour faire les essais caméra. Bon, voilà, tout ça, les courts-métrages au cadre, les chefs machinaux qui m'écoutaient pas, alors qu'un chef-op aurait dit, un autre cadreur aurait dit, tu te mets sur base, il aurait dit, il serait mis sur base. Moi, c'était, mais non, cocotte, je vais me mettre sur petit pied au plus large, tu vas voir. Non, je vais pas voir. On perdait du temps, le chef-op arrivait, mais t'es pas prête. Pourquoi? Je suis pas prête parce qu'il m'écoute pas. Bon, voilà. Donc j'ai vu beaucoup de parallèles dans ce que vous avez dit. Et puis, c'est un truc aussi un peu historique. Je sais pas, effectivement, on rencontrait peut-être plus facilement, mais parce qu'il y avait moins de postulants sur le marché. Je crois que là, il y a beaucoup plus de jeunes qui veulent faire du cinéma. Et je sais pas si c'est aussi facile. Bon, moi, j'ai fait l'IDEC. Donc, je peux pas dire, si j'avais pas fait l'IDEC, j'aurais pas travaillé dans le cinéma. La question que je voulais vous poser, c'est par rapport à ce que vous disiez sur l'IA. L'année dernière, on a vu The Brutalist, qui est quand même un film énorme, qui a coûté 9 millions de dollars grâce à l'IA. Alors, est-ce que là, c'est une grosse part de décoration ou de construction amputée qu'un décorateur n'a pas faite de fait? Est-ce que du coup, c'est un manque de travail potentiel? C'est ma question. Valérie, prenez un micro, s'il vous plaît, parce qu'on vous entend pas. Le Brutalist, il y a beaucoup de VFX. Il y a un gros travail de décor, énorme. Maintenant, le film a manifestement été très très bien préparé. Et par exemple, toutes les grosses constructions brutalistes qu'on voit, c'est beaucoup de VFX, c'est-à-dire c'est de la post-prod. Tu m'arrêtes, Alexandre, hein, tu dois mieux connaître le dossier. Mais non. Mais on peut. Bon, après, effectivement, c'est une prouesse, hein, parce qu'ils ont tourné en très peu de temps. Il faudrait, alors, ça mériterait qu'on analyse peut-être plus précisément le film dans le détail. Hein. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu moins de... Enfin, que l'IA, pour répondre à votre question, c'est que l'IA ait remplacé le travail du décorateur, sincèrement. En revanche, qu'ils aient astucieusement aménager le plan de travail en fonction des décors, etc., et rentabiliser à mort et trouver des astuces intelligentes avec le chef-op en particulier, et la lumière. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un film très sombre. C'est évident. Enfin voilà, moi je pense. Tu dirais quoi, toi, Alex ? Pas sur le film, mais en tout cas, la question, est-ce que l'IA enlève du travail aux décorateurs, aux équipes ? La question, on se l'est posée avec le numérique, le tournage sur fond vert, fond bleu, etc. Les extensions de décors, est-ce que ça enlève du travail? Est-ce que ça en crée d'autres? Voilà. Donc, c'est un peu la même problématique, l'arrivée d'un autre outil. Et la réponse est quoi, alors? Je ne l'ai pas. C'est au décorateur de parler. Moi, je pense tout simplement que on voit des décors beaucoup plus importants depuis qu'on a le numérique. De toutes les manières, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues. Si on avait dû les construire, ça aurait été tellement cher qu'on n'aurait pas pu les construire. Mais ça n'enlève pas, pour autant. Ça ajoute à l'image, mais ça n'enlève pas de travail, à mon sens. Ou peut-être un peu, malgré tout, parce qu'évidemment, on ne construit plus les pyramides comme Griffith le faisait. Mais voilà, ça en enlève peut-être un peu. Je ne sais pas. Enfin, je ne voudrais pas être trop... Il y a des décorateurs dans la salle. Denis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça enlève ou est-ce que ça enlève pas? Toi, à ton avis?
Ouais. Oui, mais les maquettes reviennent à la mode. Hein. Il y a un gros travail sur les maquettes maintenant qui revient. Donc, voilà. Je pense que c'est pas radical. Enfin, moi, il me semble qu'on peut pas avoir une réponse radicale à ça. Moi, personnellement, je pense pas que ça enlève du travail. On travaille différemment. Et je pense quand même, non, moi je dirais peut-être que comme toi, ça en rajoute, parce que du coup, ça remet au goût du jour les studios, et du coup, ça rajoute du travail en construction, en fabrication. C'est un outil qui a reproposé le studio. Et que du coup, même s'il y a des fonds verts, etc., il y a quand même les avant-plans qu'on fabrique. Il y a tout ce qu'on fabrique pour la post-production aussi, parce que la post-production, on la nourrit. On fait des moodboards, on leur fait des cahiers de texture, on leur fait des recherches, on leur fait des dessins, on leur fait plein de choses. Donc je pense que ouais. Moi je pense que alors l'IA, là on parle du numérique, ça engendre une exigence qualitative, hein, la direction artistique, c'est devenu quand même très important. Moi l'IA pour l'instant, elle sert uniquement en amont dans les moodboards et les choses comme ça. Donc, oui, ou écrire les lettres de George Sand qu'on n'a jamais connues. Oui, ou effectivement dans le graphisme, sur des... mais je pense pas que pour l'instant, en tout cas, dans la manière dont moi je l'utilise, ça n'enlève rien, ça n'enlève pas de travail, non. Non, moi je pense que c'est un nouvel outil de création pour nous. Pour l'instant, hein, maintenant. Pour l'instant. Hein. Ah, ça c'est... Voilà, ouais, mais ça dépend de ce que tu fais avec, c'est surtout... Mais qu'on utilise déjà. On utilise déjà, mais pas. Ah non, pas à ce niveau-là. Et moi, je bidouille avec l'IA. Comment dire ça, je l'utilise à un petit niveau. Tu vois, des dessins, des machins, des choses. Plutôt que passer, oui, pour des dossiers d'intention, si tu veux, c'est. Comme un complément à des moodboards pour montrer des directions, mais en complément à des dessins, en complément à d'autres recherches qui existent sur des... Voilà, mais pas plus que ça, non. Oui. Maintenant, je connais une décoratrice au théâtre qui a fait plusieurs décors déjà avec l'IA. Elle dit, voilà, il faut qu'il y ait un rideau là, il faut qu'il y ait ceci, cela, ils veulent que la lumière vienne en droite. Donc, elle a généré effectivement avec l'IA des décors. Voilà. Bon, je les trouve très moches. Non, mais un décor, c'est... Enfin, bon, moi, je suis la vieille. Parce qu'il n'y a pas la matière, en fait, c'est ça. Moi, je ne ferais pas ça. Non. Pas bien. C'est nul. Enfin, de faire tout ça comme ça. Je suis sûre qu'il y a plein de décos qui l'utilisent. Non, mais c'est vrai que, par exemple, sur mon film actuellement, on avait en graphisme, on avait des portraits à faire avec des gens plutôt que d'aller plutôt prendre des figurants, de les photographier, d'avoir les autorisations, d'avoir les visages. On a utilisé avec Netflix qui nous a donné un logiciel en particulier utilisé par l'autre l'autorisation de faire des personnages qui n'existent pas. Donc tu dis si tu as des lunettes, une moustache, des cheveux, des machins, et ça te génère des photos, une photo style années 40, années 50, années 60, et tu as une photo libre de droit avec l'IA, mais avec un logiciel. En fait, ils payent le logiciel. Donc l'impôt, je sais pas combien par contre. Mais c'est des photos déco, dans le cadre de photos que tu mets d'accessoires déco. Ouais, il y a des films entiers qui sont fournis maintenant. Oui, je sais. Et des clips et tout ça. Et le prix du logiciel, alors moi j'ai une amie qui fait un court-métrage de 20 minutes et elle a payé le logiciel 5 000 €. Allez-y. Oui, bonjour Alexandra, je suis l'ancienne élève de la FEMIS et j'ai été première assistante et je suis maintenant semblière. Moi j'ai une question à vous poser. Vous disiez qu'aujourd'hui il y a 47% de femmes qui sont décorateurs. Qui sont chefs décoratrices. Chefs décoratrices, pardon.
et toujours aussi peu au César. Les gros films sont encore faits par des hommes. Comment il va falloir qu'on enfonce les portes pour que ça soit un peu plus de parité à ce niveau-là? C'est comme dans tout le reste des métiers, hein, d'ailleurs, dans le cinéma. Ça reste encore comme à Cannes, comme partout. C'est des hommes, quoi. Alors attendez, juste là-dessus, si je peux préciser, donc c'est l'étude du collectif 50-50 qui date de 2024, qui est accessible à tout le monde, hein, il suffit d'aller sur le site. Donc effectivement, la progression, c'est quand même un des métiers où ça a le plus progressé, hein, le chef d'éco. Par contre, ce que je peux vous dire, en étant plus précis, c'est qu'effectivement, les budgets sur lesquels les femmes sont chefs d'éco sont moins importants, les budgets de films. Ils sont de 4,2 millions d'euros en moyenne contre 6,4 millions d'euros pour ceux des hommes, c'est-à-dire qu'il y a un déficit sur le budget de 34%. Voilà. Donc là, je suis précise. Par contre, comment on fait pour enfoncer les portes? Allez-y. La nouvelle garde est là. Vous êtes là pour enfoncer les portes. Hein. Faut y aller. Mais c'est vrai, on fait des films où il y a probablement moins de budget, oui, peut-être. Un pot de fleurs, ça suffit. Les filles, ça sait faire ça. Hein. Non, mais là, je plaisante. Mais c'est bon, il y a encore du boulot, quoi. C'est vrai, c'est sûr. Sur la reconnaissance, comment faire pour obtenir la reconnaissance? Alors, faut pas la chercher, vous dites? Ouais, je sais pas. Non, vous n'avez pas de solution? Pas d'idée? Ah, c'est difficile. Moi, je sais je vais dire il faut commencer à reconnaître les ensembliers et les ensemblières. Voilà, déjà, avant les femmes ensemblières, déjà dans nos équipes. Alors, il y a des... Oui, moi, ce que je... Voilà, ça évolue, ça change. Vous avez été là au démarrage de ces aventures-là. Et on voit toujours qu'il y a des problématiques hommes-femmes dans les équipes de cinéma, à quelconque poste, en fait. Et voilà, je trouve qu'on a envie que ça change, en tout cas. Moi, j'ai envie que ça change, que ça évolue dans le bon sens pour être tous ensemble. Dans le bon sens, parce il y a des moi, femmes au César, il y a des femmes à la Palme, il y a des femmes, mais comme il y a des hommes, en fait, dans la même égalité. Parce que moi, j'ai réalisé, enfin, hélas, c'est peut-être aussi très, très, très dommage, mais qu'il y a souvent des femmes qui, pour ça, se masculinisent trop, dans le sens qu'elles prennent les mauvais réflexes des hommes. Parfois, enfin, j'ai eu des expériences avec directrices de production comme ça, qui prenaient, comment dirais-je, qui se mettaient dans le moule d'une surautorité. Et que moi, ce que j'aimerais, enfin, mon souhait le plus fort, c'est que les femmes arrivent à enfoncer les portes sans être obligées de faire comme en mimétisme, des méthodes masculines un peu comme ça, brutales, violentes, quoi. Voilà. Moi, c'est ça que parfois je trouve un peu dommage dans l'évolution enfin la façon dont les femmes ont besoin peut-être d'enfoncer les portes en prenant ce mauvais pli, à mon sens. J'aimerais bien que ça prenne une autre forme, quoi. Ça me ferait plaisir. Bonjour. Alors, oui, une autre question au fond. Oui, je m'appelle Soukaina Fojo, je suis deuxième au dessin. Les deux choses que je vois qui m'empêchent d'avancer dans ma carrière en tant que dessinatrice dans le cinéma, c'est une première chose, c'est les opportunités. C'est-à-dire d'avoir accès à des projets pour pouvoir évoluer dans ma carrière. La deuxième chose, c'est la perte de crédibilité. En tant que femme, quand je parle avec un chef constructeur, on ne me prend pas au sérieux, ou en tout cas moins que mes homologues hommes, même si ils ont moins d'expérience que moi. Maintenant, ma question, c'est comment est-ce que, en tant que femme et en tant que woman pioneer production designer, comment est-ce que vous considérez que vous pouvez ouvrir la voie aux personnes, aux femmes qui arrivent dans les décors de cinéma? On les ouvre, les portes.
Ouais. C'est déjà ce que je fais. Hein. Mais du coup, comment est-ce que les femmes qui sont déjà là peuvent permettre aux autres qui arrivent d'avoir cette légitimité-là? Je vois pas trop, parce que dans mes équipes, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles au aussi. dessin. Il y a beaucoup de filles... moi, j'ai souvent des assistantes. J'ai des ensemblières. J'ai des régies d'extérieur filles. Il y a beaucoup de filles dans mes équipes. Pour vous donner un exemple concret, par exemple, pour passer de 3e assistante à seconde, j'ai fait 7 longs métrages. J'ai un de mes meilleurs amis avec qui on a exactement le même profil. Il a fait un long métrage en tant que 3e assistant et ensuite il a été mis second. Donc comment est-ce qu'on fait changer ce rapport-là, en fait, cette manière de percevoir les femmes qui sont considérées comme des assistantes? Moi, je sais que, mais par exemple, pour parler personnellement, dans mes équipes, c'est pas extensible à ad vitam. C'est-à-dire que j'ai une équipe avec laquelle je travaille d'une manière très fidèle depuis très longtemps. Et de temps en temps, il y a une opportunité pour une personne d'intégrer l'équipe. C'est-à-dire que je prends des 3e, mais les 3e, je n'ai pas la possibilité de tous les intégrer au bout de 1, 2 ou 3 films dans le cadre de l'équipe. Donc, de temps en temps, il y a un poste et c'est celui qui... C'est au moment du poste, celui qui occupe le poste de 3e, quand il y a un autre poste de second ou d'autres choses qui se libèrent, qui l'a. Mais il y a des films où, malheureusement, le film d'après, l'équipe est identique et il n'y a pas de poste à pourvoir. Donc, je pense qu'il y a aussi une limite dans les postes. Vous n'avez peut-être pas eu de chance sur les films où vous avez travaillé et qu'il n'y avait pas de place. C'est peut-être aussi... mais en tous les cas, moi, je vois que c'est pas... je ne pense pas que ce soit une question de garçon ou fille pour upgrader, en tout cas dans mes équipes. En tout cas, dans mes équipes, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de monde sur le marché, c'est ça aussi votre problème. Quand on a commencé, il n'y en avait pas tant que ça, pas de filles surtout. Mais c'est ça le plus gros problème, parce que comme le dit Françoise, quand on a une équipe avec laquelle on s'entend, on ne va pas la changer. Et pour avoir une personne de plus, soit le film est plus gros et on prend des renforts, soit le film est plus petit et on ne prend pas tout le monde. Donc je ne pense pas que ça soit une question de sexe, moi. Pour répondre à votre questionnement, j'ai l'impression que ce que vous posez comme problématique est en rapport avec l'ancienneté et l'expérience qui n'est pas reconnue dans ce métier, aussi bien à votre poste qu'au nôtre, chef d'éco ou au premier assistant, etc. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver après 40 ans de carrière payé au minimum syndical comme un primo-arrivant, si je puis dire. Ce qui n'est pas le cas dans les grilles anglo-saxonnes, notamment, où ils prennent en compte le nombre de films effectués à tel poste qui permet de prétendre à une évolution pour le film suivant. Mettre en place cette grille de reconnaissance de l'ancienneté à un poste donné, ça passe pas par le sexe, de mon point de vue, mais en tout cas, ni le sexe de la personne qui demande à évoluer, ni le sexe de la personne qui est chef de poste, mais ça passe par les syndicats. Le dernier mot que vous avez dit, c'est syndicat, c'est ça? Pardon, on ne l'avait pas entendu. Est-ce qu'il y a une autre question? Alors, vous m'avez, justement, pour revenir là-dessus, où ça? Là. Non, vous ne pouvez pas parler parce qu'on n'entend pas derrière. Voilà. Vous nous avez dit que vous avez fait des études qui ne visaient pas forcément à faire le métier que vous pratiquez toutes les 4 aujourd'hui. Et tout à l'heure, Michel a dit que, au début de sa carrière, elle était près du téléphone, qu'il fallait relancer, renvoyer des CV. Et je me demandais si vous, pendant ces périodes de vide, vous avez déjà douté et vous avez fait des études, vous aviez un plan B, quoi, un diplôme presque en poche. Est-ce que vous êtes déjà dit, OK, je reprends une voie un peu plus raisonnable avec un salaire qui va tomber tous les mois et j'arrête parce que c'est trop la bohème, quoi. Est-ce que vous avez déjà douté? Non. Voilà, j'ai continué dans cette voie-là. Je n'ai pas pensé. Non, voilà, c'était tracé.
Est-ce que les trois autres, enfin, vous avez jamais eu de moment de doute, quoi? C'était vraiment. Enfin, j'ai l'impression, enfin après, j'ai beaucoup de collègues et puis on en parle. C'est un peu dur. Anne en parlait juste là de trouver du travail parce que bon, bah, une fois qu'une équipe déco elle est faite, bah, c'est comme ça. Et puis on a de la chance parfois, on rentre en troisième parce qu'il y a une personne qui est partie avant ou qui veut monter. Mais ouais, voilà, je me demandais si vous aviez. Non, moi personnellement, dans mon parcours, j'ai eu des moments de doute horribles parce que on peut rester 6 mois sans bosser. Je veux dire, c'est un métier de précarité totale. Enfin, chaque déco a une histoire complètement différente, mais moi, ça m'est arrivé de rester 6 mois sans bosser régulièrement. Donc, après, pendant ces 6 mois, qu'est-ce qu'on fait en dehors de se ronger les ongles, d'attendre, d'essayer. Il faut rester disponible, mais en même temps, de toutes les manières. Vie, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai toujours aimé avoir d'autres activités, l'écriture, etc., qui sont pas forcément, qui amènent pas forcément de l'argent. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut jamais. Alors là, je suis d'accord avec Michel, c'est que en fait, après 40 ans de carrière, parce que moi c'est à peu près ça que j'ai eu, 45 même bientôt, je me suis rendu compte que ça arrivait toujours. Alors c'est assez abstrait parce que finalement, il y a un côté magique dans cette affaire. Mais effectivement, de doute et de précarité, définitivement, je vous le confirme, hélas. Il faut avoir un bon mental, quoi, et se dire que le travail va revenir, c'est des vagues. Oui. Moi, ça fait que 2 ans que j'ai commencé, puis j'ai la chance de travailler avec Anne ces derniers temps, mais c'est vrai que dès qu'il y a un moment un peu calme, on se dit, ok, il y aura plus rien pendant très longtemps, et comment on fait? Ça a toujours été comme ça. Hein. Oui, c'est ça. Mais avec le temps, tu vas rester zen. Mais au début, on a toujours doute. Il faut pas douter. Cultiver. Non, je pensais aussi au MAD, métier associé du décor. C'est des associations qui sont très proactives et où il y a des entrées, des jeunes entrants. On peut avoir des jeunes entrants, le MAD les accepte. Et c'est aussi un lieu où on se cultive sur le métier, les tenants, les aboutissants. Et ça permet non pas de prendre patience, mais de prendre science. Les associations, quand on a créé l'ADC, c'était très agréable de voir qu'on était tous dans la même problématique, de se regrouper, de se parler et de faire passer des informations. Et de faire passer des informations aussi, ça sert parfois à justement trouver du boulot. Donc, il a raison. Tu as raison, Pépère. C'est vrai que c'est intéressant de se rapprocher des autres. Via des associations, il y en a plein d'associations maintenant. Il y a la DAC, il y a le CERF, on les voit, ils sont en train de se révolter sur les conditions de travail en ce moment, on les suit de près, et ils sont tous regroupés, donc c'est le moment ou jamais. Nous, on n'avait pas ça à l'époque. Alors, est-ce qu'il y a une autre remarque, une autre question ? Est-ce que vous voulez... je vais vous donner le micro pour un mot de conclusion, chacune. Vous êtes... Donc, alors, sur l'avenir du métier, on va terminer là-dessus. L'avenir du métier, moi je suis très optimiste parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de faire des films, il y a des films formidables qui sortent, il y a quand même l'image et les gens sont concernés par l'image, ils font des photos avec leur téléphone, l'image est au cœur de la vie. Donc moi je pense qu'on a un bel avenir devant nous, oui. Moi, je suis très, très positive. Très bien. Michel ? Oui, moi aussi, je pense qu'il ne faut pas du tout baisser les bras. La route est longue, hein, quand même. Il ne faut pas oublier ça. Mais c'est un métier formidable. Il faut y aller. Oui, tu as raison. Il faut y aller. Surtout, pas se décourager. Et si vous avez vraiment envie, si c'est une passion et s'il n'y a que ça qui compte, vous allez y arriver.
Oui, moi je dirais, en plus de ça, je trouve que dans le département de la décoration, on est quand même un métier artistique, c'est-à-dire que il faut, enfin, c'est un métier qui ouvre sur d'autres, comment dirais-je, horizons. Enfin, je pense que quand on est déco, justement, tout ce temps où on travaille pas forcément, c'est pour enrichir la qualité de notre travail, c'est justement de s'intéresser à l'art en général, à la photo, parce que les gens de cinéma, moi souvent je me dis, sont un peu comme ça, hein, dans leur petit chemin. Et nous, on est là pour leur apporter d'autres trucs, que ce soit de la littérature, que ce soit enfin voilà, on a au département déco, à la déco, la possibilité d'avoir cette profondeur et cette richesse. Profitons-en. Un dernier mot de la salle. Non ? Donc, si j'ai bien compris, il y a un pot qui est offert à tout le monde, c'est ça. Enfin, il y a une exposition. Voilà, donc vous êtes à la cafétéria, donc un pot et une exposition des travaux de décorateurs.